Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 25 août 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, en commençant donc par les bourses européennes qui ont entamé la semaine par une hausse marquée lundi. Les dernières nouvelles sur le front de la recherche sur le coronavirus fournissant une nouvelle raison d'acheter aux investisseurs, avec à la clé, bien évidemment, de nouveaux records à Wall Street. Alors, comme en Asie puis en Amérique, les investisseurs ont salué l'annonce du feu vert d'urgence de la Food and Drug Administration américaine à un traitement du Covid-19 à base de plasma sanguin et selon lequel l'administration Trump aussi envisage une procédure accélérée pour le candidat vaccin mis en point par AstraZeneca et l'université d'Oxford, qui pourrait donc être disponible avant la présidentielle américaine du 3 novembre. Donc, bien évidemment, ces informations ont ravivé l'espoir de voir les autorités médicales et politiques prendre dans les mois à venir le contrôle de la pandémie, alors que les séances précédentes avaient quand même été marquées, entre autres, par des signes de résurgence de la crise sanitaire. Côté US, Wall Street a aussi terminé en hausse lundi avec une nouvelle fois des records pour le S&P 500 et le Nasdaq, soutenus encore par des espoirs de découverte d'un vaccin contre le Covid-19. La tendance a donc été alimentée lundi par les nouvelles informations, comme je vous le disais, sur un traitement et un vaccin contre le Covid, qui ont bien évidemment donné un coup de fouet aux secteurs les plus affectés en bourse par la pandémie. Encore une fois, Wall Street a été entraîné par la montée d'Apple, qui ne cesse d'inscrire de nouveaux plus hauts et qui a gagné 1,2% après avoir déjà pris plus de 5% vendredi. Alors l'entreprise qui vaut désormais plus de 2000 milliards de dollars en bourse va donc bientôt diviser par 4 son action. C'est tout simplement une opération destinée à la rendre moins chère à l'unité pour les actionnaires détenant des titres lundi à la clôture. Alors enfin, les prochains catalyseurs, plus tard dans la semaine, les investisseurs surveilleront de près un discours que le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, doit prononcer ce jeudi dans le cadre de la rencontre annuelle des grands banquiers centraux qui se déroule habituellement à Jackson Hole, mais en raison de la pandémie, cette conférence aura lieu virtuellement cette année. Côté macro, ici, c'est un chart qui montre une vague record de faillites des entreprises aux États-Unis. Donc, le Covid-19 a déclenché une vague record de faillites d'entreprises américaines et le nombre cumulé d'entreprises ayant un passif de 1 milliard de dollars ou plus ayant déposé une demande de faillite en vertu du chapitre 11 aux États-Unis. Donc, tout de suite, on remarque que au cours, enfin, du moins depuis le début de la crise, là actuellement on est sur la 30e semaine, on est sur un record. Si on compare la crise financière de 2008 ou celle des dot-com, là actuellement on est sur un niveau record. Mais le marché s'en fiche complètement pour le moment. Ça n'intéresse personne les faillites d'entreprises. Ça pourrait avoir un impact à moyen long terme, pas tout de suite. Comme vous le voyez, les marchés actuellement sont drivés, ont une vision court-termiste, ils n'ont pas une vision de long terme, ils sont drivés par des espoirs tout le temps de vaccins, comme on a pu le voir, que ce soit avec Gilead Sciences ou d'autres compagnies. À chaque fois qu'on a un espoir de vaccin, et bien au bout d'un moment, le marché achète toutes ces news. Une fois qu'on aura véritablement un vaccin et que la pandémie sera sous contrôle, là viendra le cas du chômage et des faillites.
Pour le moment, le marché s'en fiche, c'est les espoirs qui comptent et, comme vous le savez, les liquidités, bien évidemment, des banques centrales et le soutien inconditionnel de tous les banquiers centraux. Donc, tant que nous avons ces appuis, eh bien, le marché préfère ignorer les fondamentaux. Toutefois, tôt ou tard, je pense que les fondamentaux vont rattraper les marchés. Pour rappel, Donald Trump disait il y a encore quelques semaines que l'Amérique retrouverait un taux de chômage aussi bas qu'avant la crise du Covid. Et quand on voit actuellement la courbe des faillites aux États-Unis, ça risque d'être compliqué d'avoir un chômage qui va retourner vers les niveaux des 3%. Actuellement, on est quand même à 10%. Donc, ce graphique montre encore que eh bien, la pandémie, même si on a un vaccin, même si on a un redémarrage de l'économie, a fait quand même beaucoup de dégâts, surtout aux États-Unis. Et on assiste véritablement, comme le montre ce graphique, à un record de faillite. Mais pour le moment, ce n'est pas important. Cela prendra du temps, il faut laisser du temps au temps, encore une fois, et laisser le marché digérer ses liquidités, digérer ses espoirs de vaccins, et lorsque le marché aura bien évidemment pricé l'ensemble de ces événements, peut-être allons-nous assister donc à un retour à la reconnexion du moins aux fondamentaux, et donc derrière, le chômage américain, si le nombre de faillites continue à augmenter aux États-Unis, eh bien, il risque de stagner et on pourrait quand même avoir un taux de chômage, même si il sera amené à diminuer au cours des prochains mois, mais un taux de chômage aux alentours de 7-8% reste quand même très élevé. Et de ce fait, pourrait donc, encore une fois, eh bien, pénaliser la reprise économique et donc, derrière, avoir une reprise plus lente, voire une récession qui pourrait finalement durer plus longtemps aux États-Unis. Ici, c'est un graphique concernant l'octroi de crédit de Tesla. Donc, comme vous le savez, Tesla a affiché 4 trimestres de bénéfices positifs. C'est assez, en fait, pour faire entrer le titre dans le S&P 500. C'était une des conditions de réaliser 4 trimestres de bénéfices consécutifs pour rentrer au sein de la cote du S&P. Et derrière, autant vous dire que Tesla aurait encore eu le vent en poupe puisque les 3/4 des gérants ont comme benchmark, on va dire, ou sont dans la gestion passive corrélés au S&P 500. Donc, ils auraient dû forcément mettre du Tesla au sein de leur portefeuille. Toutefois, Tesla n'aurait pas gagné d'argent sur la base des principes comptables généralement reconnus sans la vente de crédits réglementaires aux constructeurs automobiles. Donc, certains analystes même supposent qu'il y a une certaine magouille dans les comptes pour bien évidemment réaliser son 4e trimestre de bénéfices pour entrer dans la cote et bien évidemment en trifouillant un peu ce bilan comptable, on va dire, eh bien, les ventes de crédits d'émission de Tesla à d'autres constructeurs automobiles ont explosé au cours des 2 derniers trimestres, permettant ainsi à Tesla donc de réaliser des bénéfices pour justement entrer au sein du S&P 500. Pour savoir, le 4e trimestre, Tesla a réalisé de justesse des bénéfices. Mais selon, comme je vous le disais, les principes comptables généralement reconnus, eh bien, cette méthode, ce procédé ne correspond pas, du moins n'est pas, comment dire, n'est pas valide, en tout cas, pour permettre au titre de rejoindre l'indice S&P 500. Donc, au cours des prochaines semaines, ça va être intéressant de voir si oui ou non, eh bien, les bases comptables de Tesla vont être validées. Et encore une fois, Tesla
actuellement sur des niveaux records, à plus de 2000 $ l'action. On est un peu quand même dans un phénomène de bulle. Pour comprendre le niveau de capitalisation atteint par Tesla, en 2019, Tesla représentait la valorisation, du moins la capitalisation de Ford. En 2020, Tesla représente la capitalisation de Ford, General Motors, Fiat Chrysler, Ferrari, BMW, Volkswagen, Renault, PSA, Honda, Daimler, Hyundai, Nissan, Aston Martin. Donc, ça permet encore une fois de mettre les choses en perspective, de remettre les choses en perspective et de prendre du recul sur ce qui se passe actuellement. Alors certes, Tesla n'est pas un simple constructeur automobile. Là-dessus, nous sommes d'accord. Tesla, c'est bien plus que ça. Tesla, c'est une image, c'est une marque, c'est aussi SpaceX, c'est la conquête spatiale, c'est pourquoi pas conquérir Mars, comme le souhaiterait Elon Musk. Donc, certes, c'est un visionnaire. Donc, le marché n'achète pas des voitures, le marché achète un visionnaire. Mais au bout d'un moment, le marché, en général, anticipe, mais peut-être que le marché anticipe un peu trop et se projette un peu trop loin sur Tesla. Et pour le moment, Tesla ne fabrique que des voitures. Le reste, Tesla a beaucoup de projets, mais qui sont au stade de projet actuellement. Et donc, face à cette envolée du titre, la prudence est donc de mise. Comme sur Apple, on achète du Apple, on achète du Tesla, tout simplement parce qu'il va y avoir un split de l'action sous peu. De ce fait, tout le monde se rue sur Tesla et Apple et on assiste véritablement à un FOMO, la fear of missing out, la peur de rater quelque chose, la peur de rater ce train haussier. Mais derrière, encore une fois, si les marchés se reconnectent aux fondamentaux, si Tesla était amené à décevoir sur l'un de ses projets, autant vous dire que le titre pourrait lourdement chuter. Et pour rappel, Tesla, depuis le début de l'année, sa performance depuis le début de l'année est de plus 380%. C'est du jamais vu quasiment. Encore une fois, donc là, on est en pleine euphorie sur le titre, d'où mon invitation à la prudence. Peut-être que certains d'entre vous sont positionnés sur ces valeurs, donc n'oubliez pas de remonter vos stops au fur et à mesure et ne restez pas en mode espoir, car un titre qui prend plus 380% en l'espace de seulement 10 mois, c'est une performance exceptionnelle, remarquable, mais aussi une dynamique qui ressemble bien évidemment à une bulle spéculative. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser donc au CAC 40, donc toujours porté ce matin par les espoirs d'un vaccin, mais le CAC est venu marquer un échec sous le triangle. Donc pour moi, toujours, on est dans la zone de vente idéale, 5050, 5080. Pour l'instant, c'est une zone où je chercherai plutôt des ventes si le marché ne parvient pas à franchir ce niveau. Tant qu'on est dans le triangle, eh bien, on peut de nouveau assister à une nouvelle rotation. On est juste porté par des espoirs d'un vaccin. Ça a soutenu les bourses à plein de reprises. Derrière, c'est retombé, comme ici. Et là, ce matin, on tente plus 0,7. On vient chercher la borne haute. Et finalement, vous voyez, si c'était une véritable grosse news, on l'aurait cassé ce triangle, on serait sorti par le haut. Mais ça reste des espoirs. C'est pas ça qui va remettre l'économie sur le devant de la scène. Pour le moment, on est en pleine récession, les fondamentaux ne sont pas au rendez-vous, le marché s'accroche à la moindre petite news sur les vaccins, sur les espoirs d'un traitement. On nous dit oui, un vaccin sera disponible fin août, et puis finalement c'est fin octobre, et puis finalement ce ne sera pas avant début 2021. Donc, prudence avec les espoirs. Donc certes, ça dope l'optimisme des investisseurs,
mais je considère que ce n'est pas un catalyseur suffisant pour permettre au CAC 40 de s'envoler et faire une sortie de triangle pour aller chercher, pourquoi pas, les 5006. Pour l'instant, nous sommes toujours dans ce triangle et ici, la zone 5050-5070 reste une zone de vente idéale selon moi. En données 4 heures, nous n'avons pas forcément de chandelier de retournement. Malheureusement, c'est juste ça qui manque sur l'indice, si ce n'est qu'on a juste une résistance horizontale et une oblique, la borne haute du triangle, mais sur les unités de temps plus courtes, l'absence de signaux vendeurs pénalise cette stratégie baissière. Donc là, pour le moment, c'est en train de retomber, mais que ce soit en données 1 heure, on a une belle bougie flux. Derrière, on a quand même clôturé sous les 5050, mais pas de signal vendeur. Donc pareil, c'est juste cet élément-là qui manque. D'un point de vue de l'analyse, pour moi, je trouve qu'on est sur un niveau intéressant, en tout cas pour un niveau de short. Cette oblique a parfaitement fonctionné ici, ici, et là, elle pourrait de nouveau. On a pas mal de gaps à venir combler. Sinon, le marché reste encore mou, malgré un retour doucement mais sûrement des investisseurs. La volatilité devrait revenir petit à petit à partir de la semaine prochaine. Et sinon, bien évidemment, il faudra surveiller la sortie de ce triangle. Et c'est cette sortie de triangle qui donnera le tempo pour la suite. Et à partir de là, on pourra mettre véritablement une stratégie swing, étant donné qu'on aura une fin de consolidation. Mais pour l'instant, je reste quand même plutôt baissier à l'approche de cette zone. Il manque malheureusement un chandelier pour confirmer ce retournement. Ici, on en a eu un. Mais encore une fois, le marché calme ne parvient pas à clôturer et à s'extraire en tout cas par le haut de ce triangle. Donc, pour celles et ceux qui sont haussiers, attendez véritablement un signal, une bougie flux impulsive pour sortir de ce triangle qui devrait conduire à de nouvelles perspectives haussières. Concernant le DAX, alors le DAX, encore une fois, qui évolue au-dessus de sa zone, mais j'aime pas la configuration qu'on est en train de faire. Ça ressemble vraiment à ça. Cassure sur bougie flux, et là on a gap, et on part sur une étoile filante pour l'instant. Pareil, prudence. J'évoquais cette sortie de range pour aller chercher les 13 300. Donc effectivement, hier, on a eu en données 4 heures, voilà, la sortie par le haut, cassure ici. Peut-être que certains d'entre vous sont rentrés à la cassure 4 heures à 13 060. Dans ce cas-là, mettez votre stop à break-even, car la bougie, encore une fois, on gap, mais vous voyez que les acheteurs ne parviennent pas vraiment à reprendre la main. On a fait juste dans les 15 premières minutes et derrière, c'est retombé. On gap, ça tient les 15 premières minutes et boum, ça retombe. Très clairement, on a quand même des acheteurs qui ont du mal à tenir le flux haussier. Et je n'aime pas la forme de la bougie qu'on était en train de faire. D'où mon invitation à mettre immédiatement votre stop à break-even pour éviter d'avoir un peu cette fausse sortie et si finalement ça retombe. Derrière, on a quand même une moyenne mobile 50-15 qui remonte, qui devrait soutenir les cours et faire office de support. Mais la tête des bougies, voilà, en 1 heure, là on a quand même une sacrée étoile filante, m'invite à la prudence. D'où cette recommandation, on va dire, de mettre un stop à break-even. L'objectif théorique reste toujours les 13 300, donc d'aller chercher les plus hauts ici, quasiment. Donc finalement, si l'objectif est atteint, tant mieux. Par contre, en cas de bull trap, comme on a eu ici, et que ça retombe, au moins,
vous sortez à break-even sur cette stratégie au lieu de rester en mode espoir et de finalement se retrouver avec un trade perdant. Donc voilà un peu les caractéristiques à noter sur le DAX en fonction de la lecture que j'ai des bougies actuellement. Le Dow Jones. Eh bien, la magnifique sortie de biseau de triangle continue de propulser l'indice. Et là, on est bien parti pour aller chercher le gap. On a une belle bougie flux. Belle bougie flux hier, hein. Beau gap, belle bougie flux. On casse les anciens plus hauts. On casse la zone de polarité juste ici. Il y a 500 points à prendre. Je verrai pas pourquoi le marché n'irait pas là combler ce gap. Il a été fait en premier sur le Nasdaq, il a été fait sur le S&P. Et là, on est quand même bien parti pour mettre en place une stratégie swing pour aller chercher 500 points. Venir combler le gap de rupture juste ici. Effectivement, si on se met donné une heure, voilà. Accélération, consolidation, sortie par le haut de ce biseau fanion un peu, et nouvelle accélération. Et donc là, pourquoi pas essayer d'avoir un pullback sur les 28 002 avant de repartir en direction des 28 800 à peu près, pour venir tout simplement combler le gap qui est juste ici, par les 28 850. Voilà, 28 900. Ce serait l'objectif théorique. En tout cas, certains d'entre vous se sont peut-être positionnés ici. Dans ce cas-là, stop à 0, break-even, on accompagne le flux. Et pour celles et ceux qui n'ont pas réussi à se positionner, essayez de voir un pullback avec un stop loss, ma foi, en dessous des 28 100 pour aller chercher un objectif swing, aller chercher 500 points, pour venir combler ce trou de cotation, étant donné que les prix sont attirés par les gaps non refermés. L'euro USD. L'euro USD. Où en sommes-nous? Toujours cette divergence qui est validée, qui invite à la prudence et qui invite surtout à une correction à venir. On a de nouveau un discours de Jérôme Powell ce jeudi à Jackson Hole. Là, on a le sentiment qu'on est dans ce canal, vous voyez, ce petit canal haussier qui forme la divergence. Elle est validée. Pour moi, on a très clairement une divergence qui est validée, donc plutôt baissier, avec un retracement pour venir chercher la même 50. Donc voilà mon plan sur l'euro USD. L'euro reste quand même très fort, du moins plutôt le dollar qui est faible. Toutefois, on insiste à un rebond du dollar à court terme. De ce fait, il ne faut pas exclure une correction ou un retracement de certaines paires face au dollar, sans pour autant parler de retournement. Mais là, bon, avalement baissier, faux breakout des 1,1875, avalement baissier, divergence validée. Donc, j'ai du mal quand même à être haussier. On a quand même plusieurs éléments techniques, en tout cas, qui plaident pour une correction à venir. Donc, pour ma part, même si on a une dynamique très haussière, un flux très impulsif, j'opterais en tout cas pour un retracement, pas forcément un retournement, mais au moins un retracement avant de repartir. Et là, ce sera un retracement pour venir chercher les 1,1590, voire les 1,16. Et bien évidemment, la cassure de ce canal, voilà. Il faudrait surveiller la cassure de ce canal. La cassure du canal haussier par le bas enverrait très clairement, enfin du moins, viendrait aussi renforcer ce scénario baissier de correction pour venir tout simplement me faire un pullback sur cette fameuse oblique. J'attends toujours un pullback. Je m'attends à un pullback sur cette oblique. C'est une oblique de très long terme.
Et généralement, les prix viennent pullbacker, ces fameuses obliques qui ont fait office de résistance pendant des années. Là, actuellement, on s'est envolé. On a quand même une bougie de la semaine dernière qui n'est quand même pas très jolie, plutôt une bougie d'indécision, voire de fin de hausse. Et derrière, ce serait bien d'avoir ce pullback avant éventuellement de repartir. Mais je m'attends à un pullback ici pour venir chercher la moyenne 50 daily. Voilà mon scénario que j'ai un peu sur l'euro-dollar. L'USD CAD. L'USD CAD, belle configuration, on en parlera cet après-midi dans les stratégies bourse Forex à 14 h. Sûrement l'un des plus beaux plans à mettre en place, en tout cas, à confirmer. Pour le moment, ce n'est qu'il est qu'à l'état de stade, du moins de plan de trading. Mais j'aime bien ce soutien MM200. Ici, on est sur support, 1,3140. On voit très clairement qu'on a un très beau support ici, en données hebdomadaires. Soutien de la MM200, donc qui vient un peu stopper la dégringolade des prix. En données daily, voilà, on tente de consolider, de marquer un temps d'arrêt. On est quand même sur un beau support. 1,3140 soutenu par MM200. Alors, certes, la dynamique est clairement baissière, toutefois, le dollar pourrait tenter de rebondir. On a deux scénarios qui vont se mettre en place. Il va falloir les affiner en données 4 heures. C'est d'une part, on a ce canal baissier, et d'autre part, on tente de faire un double bottom. Donc, deux scénarios à venir pour l'instant. On a quand même réussi à repasser. Là, on a quand même eu un sacré avalement. Donc, on pourrait avoir une stratégie de trading range aussi, je suis d'accord. Ici, on pourrait se dire très bien, on peut avoir un range finalement. Seulement, c'est cette bougie-là. On a eu véritablement hier une bougie 4 heures assez impulsive et flue, d'où mon invitation à la prudence sur la probabilité d'avoir une nouvelle rotation vers le bas avant de pourquoi pas de repartir. C'est possible, mais généralement, quand vous avez une bougie comme ici, dont le corps, enfin, du moins on avale quasiment toutes les bougies précédentes, prudence. Ça veut dire que le flux acheteur s'est vraiment manifesté ici et qu'il y a vraiment une force acheteuse qui pourrait, au contraire, permettre une stabilisation, une fin de hausse. On est toujours au-dessus de la MM50 et dans ce cas-là, de surveiller la cassure de la ligne de coup avec la fameuse borne haute de ce canal baissier. Effectivement, en cas de cassure, au-dessus des 1,3240, 1,3230, eh bien, mettre en place un stop loss au milieu pour aller chercher les 1,3330, du moins la prochaine résistance. L'objectif théorique se situe à 1,3313, 1,3315. Toutefois, on voit tout de suite qu'on a une belle zone de résistance ici vers les 1,3330. Donc, un plan à surveiller sur l'USD CAD. Possible trading range, je ne carte pas ce scénario. Toutefois, c'est cette bougie-là qui, pour le moment, je préfère, du moins quand j'ai une bougie comme ça, ne pas me positionner dans un trading range, attendre pourquoi pas une nouvelle rotation vers le bas, plutôt qu'essayer de vendre ici, étant donné que cette bougie est quand même directive, on va dire, elle est flue, et ça pourrait très bien repartir juste à la baisse avant de ressortir par le haut, et derrière déclencher ce double bottom, et ainsi le dollar US pourrait donc reprendre des couleurs. Le gold. Alors, le gold, où en sommes-nous? On est sur le fil du rasoir sur le gold. On est toujours en daily, on va regarder la tête de la bougie, donc on est toujours sur support. Ça, c'est mes deux mèches, je rappelle. Voilà, les deux mèches qu'on a ici hein, sur Excel, donc qui forment le niveau de support. Donc, pour l'instant, toujours sur support. Est-ce qu'on a véritablement un triangle ici ou une correction en ABC?
Je le trouve pas très beau ce triangle. 1, 2, 3, 4. Je le trouve pas extraordinaire. Il n'est pas super, il correspond pas vraiment à toutes les conditions du triangle. C'est plutôt les obliques qui m'intéressent que le triangle. Car les obliques, éventuellement en cas de cassure de l'oblique haute, permettraient, oui, une reprise de la dynamique haussière. Par contre, l'oblique basse, elle, est couplée avec la moyenne mobile 200. Derrière, on a toujours cette épaule, tête, épaule complexe. Finalement, vous voyez qu'on casse la ligne de cou, on repasse au-dessus, on fait une deuxième épaule, on repasse. Donc ça, c'est typiquement, voilà pourquoi je n'aime pas ce genre de figure, parce que ça fait des épaules, tête, épaule complexes. Et les personnes qui ont mis un stop juste au-dessus de la deuxième épaule, comme le veut les règles chartistes, eh bien, se sont fait sortir sur la mèche. Si le stop était un peu trop serré, juste ici, boum, chasse au stop et derrière ça retombe. Donc, on est encore dans ce scénario d'épaule, tête, épaule complexe, mais on a un gros niveau de support, hein, oblique, les deux mèches hebdomadaires et même 200. Pour l'instant, je suis vraiment neutre. Je suis bien évidemment haussier à moyen long terme sur le gold, avec un objectif à 2500 $. Mais là, à court terme, pour des personnes qui essayent de se positionner ou d'avoir un meilleur prix pour reprendre cette belle dynamique haussière, je suis pour l'instant neutre. On est vraiment prisonnier entre MM200 et MM50 sur support. Et je n'exclus pas toujours cette correction en ABC. Voilà. Sans une correction en ABC, on a quand même une épaule tête épaule, mais il faut un signal. Et le signal, ce sera la cassure sous 1910 $. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, scénario, je dirais, à avoir en tête, mais il ne faut pas se précipiter, tout simplement. Il faut vraiment attendre une clôture 4 heures sous support ou au contraire au-dessus de résistance. Et là, pour le moment, c'est un peu la grosse bataille entre MM50, MM200 et les obliques qui partent un peu dans tous les sens. Voilà le plan sur le gold. On fera un peu le point cet après-midi aussi. Concernant le Brent, toujours dans sa résistance hebdomadaire, toujours dans son range. Mais pas grand-chose à dire sur le pétrole. Encore une fois, c'est un marché léthargique, le secteur pétrolier reste fragile, je trouve que la hausse est limitée. Bon, et puis début août, finalement, il ne se passe pas grand-chose sur le pétrole, hein. C'est vraiment un range. J'ai essayé de tracer un biseau comme ça, mais je vais surveiller tout simplement la cassure de la MM200 ou de la MM50. Et en cas de cassure de la MM200, je trouve que la hausse est vraiment limitée. Autant sur le Brent, on a un peu plus de marge, on pourrait aller chercher les 49. Autant sur le WTI, je trouve qu'on est vraiment, on n'a pas une grosse marge de manœuvre en tout cas. Mais on est en plein dans la résistance hebdomadaire. Donc pour moi, ça va être une clôture hebdomadaire qui va être primordiale. Et là, actuellement, on est en plein dedans depuis 3 semaines. Donc tant qu'on n'a pas une clôture hebdomadaire au-dessus de cette zone, le Brent ne m'intéresse pas du tout. On est dans un range et ce que je surveille là, ça va être la jointure qui va se faire. Mais encore une fois, j'aimerais qu'on fasse pas comme sur le WTI, qu'on casse pas la moyenne mobile 200 par un range, enfin par une phase de latéralisation. Ça sert strictement à rien. Qu'on casse un niveau, il faut que ce soit une bougie flux, une bougie impulsive. Et là, si on casse en mode range, phase de latéralisation parce qu'il faut créer un historique de prix, mais au final, il se passe strictement rien, ça n'a pas de plus-value et ça n'apporte rien. Au contraire, c'est limite piégeux. Donc voilà, une cassure se fait par une bougie flux impulsive, tout simplement. Et là, si on continue dans ce stade de range, eh bien finalement, on aura un faux signal. Donc à surveiller, mais voilà, ça sera la cassure de ces deux MM qui devraient donner le tempo pour la suite.
le light. Et le light, c'est la même chose. On est en plein dans la zone de résistance hebdomadaire. Plein dedans. Et on est limité. Je vois mal le light aller au-dessus de 45. Là, c'est vraiment, je suis plutôt baissier, hein, de toute façon, sur le WTI. En l'absence de signaux, de toute façon, comme je vous le disais, ça ne sert à rien de se précipiter. Il faut vraiment soit se mettre à l'écart, soit aller là où il se passe de l'action, éviter le secteur pétrolier, avoir un œil dessus, mais pour le moment, il ne se passe absolument rien. Mais voilà, c'est un gros niveau qui m'intéresse, hein. Cette MM50 qui va commencer doucement à converger avec ma zone de résistance. À partir de là, c'est vraiment une configuration en tout cas qui va m'intéresser pour chercher des signaux vendeurs. Et là, range, encore une fois. Voilà, le range. Et on a cassé de manière latérale. Donc, vous voyez qu'on casse MM200 sans bougie flux et que derrière ça prend pas, et ben il se passe absolument rien et ça donne un faux signal technique. Donc j'espère qu'on ne va pas reproduire le même scénario sur le Brent et que au contraire le Brent va être précurseur, va donner un véritable signal via CMM et qui derrière devrait aussi délivrer donc un signal technique sur le light. Mais pour le moment, ce ne sont que des hypothèses, il faut laisser du temps au temps et laisser décider le marché. En tout cas, le le pétrole n'est clairement pas l'actif sexy du moment. Enfin, pour terminer, le Bitcoin qui corrige un peu ce matin, toujours même point de départ. Sa divergence baissière toujours en place. Pas grand-chose à dire sur la crypto. Techniquement, on devrait avoir un repli sur les 10 009 avant de repartir. Donc, on serait d'aller chercher les 50%, donc vers les 10 700, 10 800. Bon, on n'est que sur le niveau des 23,6, on a toujours l'oblique qui tient, pas d'alerte. Même si on casse cet oblique et qu'on corrige un peu plus, eh bien, pas d'alerte non plus forcément. Ça n'entache pas la dynamique. On est toujours dans des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc, même si on retrace de 50%, on est toujours dans une dynamique haussière. En soi, peut-être une opportunité aussi pour se repositionner dans le sens de la tendance en cas de repli. Si on affine sur des unités de temps un peu plus courtes, ça va commencer à devenir intéressant. Et là, il y a même 200 qui arrive. Et hop, voilà. Donc, en soutien de l'oblique, nous avons la MM 200. Et derrière, c'est vrai que si on vient casser cet oblique et cette MM 200, ça ouvre vraiment la voie à une accélération pour viser le niveau des 50%. Mais dynamique haussière, donc plutôt, pour le moment ici, il n'y a rien à faire, je trouve à court terme. Ce serait vraiment soit d'attendre une nouvelle cassure des 12 000, avoir un nouveau break pour se positionner et aller chercher les 13 000, soit un repli en cas de confirmation de la, enfin les confirmés, en cas de, si les prix atteignent l'objectif théorique. Et ici, pareil sur notre zone 10 900 sur support, pourquoi pas essayer de chercher un signal de retournement, une divergence sur une tête de temps plus courte pour se repositionner dans le sens de la tendance. Mais pour l'instant, sur le BTC, dynamique haussière de moyen long terme, mais à court terme, je suis plutôt neutre, étant donné qu'on a un peu des signaux contradictoires, que ce soit la divergence baissière pour l'instant, mais elle tient. Donc vraiment, la cassure de la même 200 avec l'oblique, là, renforcerait ce scénario correctif à venir.
Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés par le briefing, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et pour les autres, rappel, rendez-vous cet après-midi à 14 h pour faire un tour d'horizon sur l'ensemble des classes d'actifs. Et je vous montrerai les différents plans que j'ai relevés concernant les paires de Forex. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve soit cet après-midi, soit demain pour faire un nouveau point sur les marchés.